Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, on est bien content de vous retrouver, n'est-ce pas, Frédéric Brindel? Et puis ce soir, on a une Dream Team attention, terrible. Ça rigole pas. Ouais. Oui, pour les vraies voix, là, c'est quelque chose. Vous les annoncez tout de suite ou on dit bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs? Allez, on va le faire tout de suite comme ça. Allez-y. Allez, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Françoise Degois est avec nous. Bonsoir. Salut François. les copains. Et Jean-Michel Fauvergue est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Judith, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et puis bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans les vraies voix de l'été sur Sud Radio. Vous avez la parole, vous le savez. Vous pouvez commenter, donner votre point de vue. Aude vous attend au 0826 300 300. Vous appelez, vous êtes en direct avec nous. Parlons vrai avec vous sur Sud Radio. Alors déjà, on commence par notre premier débat du jour. Des critiques existent concernant le fonctionnement de la Ve République, dont son adaptabilité aux évolutions sociales et politiques et son caractère jugé trop présidentialiste. Certains plaident pour une 6e République qui répondrait mieux aux défis contemporains. La Ve République est-elle vraiment dépassée et inadaptée ou est-elle simplement mal utilisée par les acteurs politiques actuels? Vous intervenez à l'antenne pour défier nos vraies voix. Au 0826 300 300, nous vous posons la question sur le compte X et pour le grand débat du jour à 17h30, législative, la Ve République est-elle morte? Vous n'hésitez pas à voter. Puis on se pose tous la question, quelle place pour les insoumis majoritaires du groupe Nouveau Front Populaire par rapport aux socialistes, aux écolos, aux communistes? Hier, c'était le Parti Socialiste qui a pris les devants pour tenter de former la coalition. Aujourd'hui, Olivier Faure vient d'annoncer qu'il est prêt au poste de Premier ministre. Donc, le commissaire européen Pierre Moscovici avait rappelé en 2017 le Parti Socialiste français à ressusciter après la déroute de la présidentielle et il voulait mener une refondation considérable pour s'adapter au XXIe siècle. Les vraies voix et vous, les auditeurs de Sud Radio, vous avez donc rendez-vous pour le coup de projecteur du jour à 18h40. Le Parti Socialiste est-il ressuscité? Donnez votre avis aussi sur le compte X de Sud Radio. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, on file au répondeur. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est le message de Nicole qui nous appelle du Tarn. Bonjour, je suis Nicole dans le Tarn et je me demande pourquoi parmi tous ces débats on n'évoque jamais le nom de Glucksmann en tant que Premier ministre puisqu'il a tout ce qu'il faut pour plaire aux gens. Les gens l'adorent, il a fait un énorme travail de persuasion dans les médias entre les deux tours. Il a de la tenue, il est cultivé, il est bien, il est à gauche. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. On va dire, il est joli aussi. Philippe Bilger. Oui, une vraie question pour vous. Mais le nom, moi je l'aime beaucoup. Enfin, son nom a été évoqué plus rarement que celui d'autres, bien sûr. Mais il a de grandes qualités, mais étrangement, je ne l'imagine pas comme Premier ministre. Je veux dire, avec ce que ça impose d'organisation, d'autorité, d'administration globale, je sais pas, à tort ou à raison, je le vois comme un intellectuel brillant qui a été capable de faire une très belle campagne, mais peut-être pas Premier ministre. Françoise Degois, ça aurait sens? Moi, je l'ai beaucoup aimé et beaucoup soutenu pour les européennes, mais il est pas acceptable d'imaginer Raphaël Glucksmann à Matignon. Je veux dire, il a le sens politique d'une huître, en réalité. Vous allez voir, vous allez voir. Non, mais c'est... Non, mais parlons vrai. C'est ce qu'on appelle une punchline. Non, mais c'est... Excusez-moi, je suis, comment dirais-je, peut-être un peu sévère, mais bien sûr qu'il a fait son maximum dans l'entre-deux tours, mais on voit bien il peut pas se dépêtrer de ce qu'il ne comprend pas et de ce qu'il ne veut pas comprendre. Je dirais pas que c'est un intellectuel, son père en était un. C'est une personne cultivée, qui est sensible, qui est extrêmement forte sur les questions internationales. Mais voilà, je crois pas que dans l'enfer de Matignon, Raphaël Glucksmann, c'est un peu Nicolas Hulot qui arrive à l'écologie. Vous voyez ce que je veux dire? On a essayé. On connaît déjà ce genre de profil. Hulot, c'était très intéressant. Hulot, en profil écologique, il a explosé au ministère de l'écologie. Et je donnerai pas 3 mois à Raphaël Glucksmann pour exploser parce que il n'est pas rompu tout simplement à ça. Ça veut dire qu'il est bête, mais il n'est pas rompu à ça. On a une Françoise Degois en forme. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais je l'aime beaucoup. Et franchement, honnêtement, je l'ai poussé dans le... Il est joli, quoi. Pardon. Non, il est même pas joli. Enfin, moi, c'est pas mon genre, mais je veux dire par là que c'est pas ça. Je pense vraiment il correspond vraiment à la campagne qu'il a menée de député européen, véritablement. Il est à sa place. Si vous me dites un jour président du Parlement, je vous dirai oui. D'accord. Ça, c'est sûr. Européen, oui. Jean-Michel Fauvergue, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Heureusement que Françoise l'aime beaucoup, parce qu'en 1 minute, elle a cassé 2 fois.
Nicolas Hulot au Qu'est-ce que passage. ça serait si elle l'avait pas Ce en quoi elle a raison pour Nicolas Hulot. Glucksmann, moi j'aime beaucoup aussi. J'ai beaucoup aimé sa campagne européenne. Il a gagné ses galons pendant la campagne européenne. Il les a gagnés tout seul, lui, contrairement aux autres socialistes de l'Assemblée nationale. Mais il les a pas gagnés. Excusez-moi, il les a pas gagnés tout seul. Il a gagné aux autres socialistes de l'Assemblée nationale. C'est le Parti socialiste qui a payé sa campagne et il y a que des socialistes sur sa liste. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'était place publique quand même. C'était pas. C'était place publique PS. Non, mais oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui a tiré. Il a tiré sa liste et il a tiré tout seul. Là, c'est toute la social-démocratie qui a voté pour lui. Excusez-moi, c'est pas place publique qui a voté pour lui. Il y a 8000 adhérents. Françoise, est-ce qu'on peut causer dans cette émission ? C'est bien. Faites attention, je rappelle que Jean-Michel Fauvergue est l'ancien patron du RAID. Non, mais je sais qu'il a des pouvoirs de police que je n'ai pas. Et moi, j'ai des pouvoirs de l'emmerder qu'il n'a pas. Non, mais il me semble que sa candidature est effectivement évoquée, a été évoquée à plusieurs reprises. On verra vers quel choix on ira. Et 0826 300 300. Pardonnez-moi, j'étais en train de parler, chère Françoise. J'espère que c'est pas lui à Matignon, parce que le QI d'une huître, là, c'est fini pendant 5 ans. En tout cas, il va pas vous aimer. Donc, je disais, chères auditrices, chers auditeurs, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez évidemment. Alors, on accueille Xavier qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir les vrais voix. Bon, vous êtes notre fil rouge, pendant une heure, on vous tient jusqu'au jeu tout à l'heure et tout. Voilà. Attention. Alors Xavier, vous avez un vrai coup de gueule à passer, vraiment, on vous écoute. Ah ouais, j'ai un vrai coup de gueule à passer parce que le soir même, si vous voulez, des résultats, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est de voir les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon. C'est ultra choquant parce qu'en fait, moi je suis de gauche, mais je trouve ça inadmissible pour un responsable politique de ce niveau de dire à la sortie des urnes, on a gagné, on va appliquer notre programme, tout notre programme, rien que notre programme. C'est du foutage de gueule en fait, parce que il sait très bien qu'ils peuvent pas l'appliquer. Lui, il connaît le fonctionnement des institutions, mais les gens à qui il s'exprime, auprès de qui il s'exprime, ne le savent pas forcément. Donc il prend vraiment les gens pour des cons et il oblige en fait après les camarades à suivre cette ligne. Donc on a vraiment un problème avec Mélenchon. Il nous enferme dans un couloir de la défaite. Et j'espère qu'on va pouvoir s'en débarrasser, quoi. Bon, alors les vraies voix réagissent, Xavier. Philippe Bilger, Xavier est de gauche et il dit, à propos de Mélenchon, ce que beaucoup de gens de gauche disent. En même temps, je n'ai pas aimé le soir des élections le ton très impérieux, comminatoire de Jean-Luc Mélenchon à l'égard du président de la République. Mais seconde observation, il est clair que c'était aussi la règle du genre. On n'imaginait pas un Mélenchon parler de manière modérée alors que de fait, le nouveau Front populaire avait gagné. Bien sûr. Programme inapplicable, François Pas du tout, je vois pas pourquoi il est inapplicable. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Moi aussi, je suis 100% de gauche et je peux vous dire qu'il est applicable. Le SMIC, c'est applicable et la réforme des retraites aussi. Il faudra le faire voter à la législature. Bien sûr, je vais terminer. Après, Jean-Luc Mélenchon, comme dit Philippe Bilger, il est Jean-Luc Mélenchon. Après, terminer avec Jean Ferrat, ma France, voilà, c'est osé, mais c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a dit en très dur ce que tous les autres leaders ont dit de la même manière toute la soirée. Olivier Faure a dit exactement la même chose, mais en plus soft, en disant voilà, ça sera sur nos. Je vois pas pourquoi vous dites qu'ils se foutent de la gueule des gens. Non, ça se change par décret. Donc, il n'y a pas de mensonge. Je suis pas d'accord avec vous. Il y a des mesures qui ne peuvent pas être prises par décret. En fait, le SMIC, si, bien sûr. Si, le SMIC, par exemple. Il y a quelques mesures qui peuvent être prises par décret. Et les autres mesures qu'ils voudraient prendre, ce serait par 40. Vous avez un exemple plus concret, Xavier ? Attendez, Françoise. Xavier, donnez-nous des exemples concrets pour vous des mesures qui sont inapplicables. Oui, alors par exemple, quand on dit aux gens qu'on va augmenter le SMIC, en fait, il y a plein de gens qui sont pas au SMIC et qui pensent que leur salaire va augmenter de facto. Et c'est pas le cas. Il va falloir qu'il y ait des négociations avec les syndicats, qu'on fasse évoluer les conventions collectives. Mais vous parlez d'autre chose. Là, on parle des gens qui sont au SMIC. Vous parlez des gens qui sont pas au SMIC. Les gens qui sont au SMIC. Oui, mais quand on fait monter le niveau du SMIC, il y a toute la grille des salaires qui augmente proportionnellement. Le propos n'est pas là. Vous savez très bien qu'il y a 17% de salariés français qui sont au SMIC. Là, on parle que de ça. Après, si vous voulez rentrer dans les détails.
Il y a 17% de salariés qui sont au SMIC. Donc ces gens-là, immédiatement, verront leur SMIC augmenter. Et ça se fait par décret. Vous n'avez pas besoin de 49.3. Je rappelle qu'en ce moment, les gens de la gauche sont en train de se réunir. C'est exactement ce qui se passe sur Sud Radio. 2 personnes de gauche sont réunies bien sûr. et vous êtes en train de vous houspiller. J'espère que c'est pas la même chose dans la réunion. C'est ce genre de réflexion, Frédéric, qui est complètement débile. Excusez-moi, on est hors débile. Parce que cette idée... On est hors délai. C'est provocateur à souhait. Alors, sur la c'est réforme débile. des retraites, par exemple, J'assume. Pardonnez-moi. Jean-Michel Fauvergue, une petite réaction, s'il vous Ils ont plaît. le seum, vous inquiétez pas, mon cher ami, la droite a le seum, en fait. Jean-Michel, ils ont le on vous seum. écoute. Fauvergue a le seum aussi, mais le programme de la gauche peut être applicable et c'est ça le danger, bien sûr. C'est un vrai danger pour les entreprises, c'est un vrai danger pour la production économique, c'est un vrai danger pour un certain nombre de choses. Donc effectivement, il faut être très vigilant là-dessus. Maintenant, on est dans une majorité. Alors, je répète une chose importante, on est dans une majorité que des majorités relatives. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on ne parle plus des problématiques qui ont drainé le Rassemblement national, c'est-à-dire la sécurité, le manque de justice et l'immigration. On n'en parle plus du tout depuis quelque temps. Merci Jean-Michel. Vous restez avec nous, Xavier. Vous nous appelez avec nous aussi. Vous restez avec nous plutôt. Mais on fait franc avec... Je vais y arriver à en placer une. Avec toute la droite. Vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs. Françoise. À tout de suite. 3 mots dans l'actu, ça arrive, et le réquisitoire du procureur aussi. Allez, à tout de suite, c'est les vraies voix de l'été. J'ai réussi à le dire, ouais. Bravo. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. Puis vous voyez les conversations qui sont hors antenne, elles Même continuent. le hors antenne, c'est royal. On est dans le cœur de l'action, n'est-ce pas? Enfin, c'est royal, c'est pas très royal d'ailleurs, c'est plutôt républicain. Oui, révolutionnaire. Révolutionnaire, Voilà. carrément anarchiste. Oula, il y a les anards de droite et les anards de gauche. Alors, il y a les 3 mots de l'actu dans un instant, mais tout de suite, c'est la parole au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Monsieur le procureur, vous proposez d'écouter ou de lire les adversaires politiques avant de les démolir. C'est en référence à Sandrine Rousseau, par exemple. Oui, parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises, non pas de défendre globalement Sandrine Rousseau, mais de reprocher à ceux qui la vitupéraient de ne même pas comprendre qu'elle avait parfois une étincelle initiale, de mon point de vue, qui faisait réfléchir. Surtout les propos un peu provocateurs qu'on lui a reproché sur le féminisme, sur le masculinisme, sur les barbecues, sur les rapports entre les sexes. À chaque fois, je trouvais qu'elle était intéressante. Ensuite, ça... peut-être qu'elle n'allait pas au bout d'une pensée intéressante. Et ça m'a fait penser que j'entends à droite comme à gauche très souvent des gens, ça m'exaspère, de hommes ou femmes d'ailleurs, qui ont une position de principe sur des personnalités politiques de gauche ou de droite, qui ne les écoutent pas, qui ne les lisent pas et qui ont décrété qu'elles étaient insupportables. Ça m'énerve parce que on peut prendre la peine de les écouter, de les lire, et je dirais ce serait un pas infime dans une sorte d'apaisement républicain. Vous appelez au compromis, finalement. Non, à quelque chose qui relève presque d'une politesse minimale. Françoise Degois sur l'étincelle initiale de je suis Sandrine d'accord Rousseau. parce que j'ai souvent été d'accord avec Philippe sur cette question. C'est vrai que Sandrine Rousseau parfois a des postures qui m'insupportent. En règle générale, les Verts parfois me hérissent, mais si vous écoutez Sandrine Rousseau, elle est assez intelligente, elle ouvre des chemins. Après, est-ce qu'on n'est pas d'accord sur les barbecues, par exemple? Je prends cet exemple-là. Sur les barbecues, c'était très intéressant parce qu'elle s'appuyait sur des études anthropologiques, sociologiques, qui démontrent qu'effectivement ce sont les hommes en majorité qui allument les barbecues, qui démontrent également pourquoi les hommes sont plus mangeurs de viande, etc., par rapport à leur anthropologie. Donc c'était assez intéressant. Donc je suis assez d'accord avec ce que dit Philippe. Oui, si on pouvait partager les tâches ménagères, il y en a marre que ce soit toujours nous qui fassions le barbecue. Celle-là aussi, elle n'est pas débile. Jean-Michel Fauvergue, est-ce que c'est pas une histoire de forme finalement tout ça, parce que c'est audible aussi quelque part. Oui, moi je pense que Sandrine Rousseau est capable du meilleur comme du pire. Et la problématique, c'est que elle nous a sorti beaucoup de choses qui étaient particulièrement
peu intéressante et elle le paye cash maintenant dès qu'elle dit quelque chose. Mais je suis d'accord avec Philippe Billière, il faut l'écouter et je le ferai mieux. J'essaierai de découvrir cette étincelle capable d'allumer le barbecue. Cette étincelle initiale importante. Judith, je voulais juste dire Françoise que Degois. Sandrine Rousseau, objectivement, vous savez à quel point ce sujet me tient à cœur. Ouais. Le 7 octobre, elle a été juste exceptionnelle. Ouais. Sandrine C'est une des Rousseau. rares, effectivement. On peut rien Il y dire a là-dessus. Olivier Faure qui a réagi tout de suite. Sandrine Rousseau derrière. C'était, moi, je peux vous dire, j'étais fière de la gauche ce jour-là. J'en ai encore les larmes aux yeux parce que quand j'ai découvert les tweets des Insoumis... Pas toutes les gauches. Hein. Non, mais ma vie s'est effondrée. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai eu un effondrement idéologique et émotionnel très fort. Et j'ai vu le tweet de Faure. J'ai vu le tweet de Sandrine Rousseau et de Fabien Roussel. J'ai dit... La vache, voilà. Et dans ces gens-là, il y avait Sandrine Rousseau. Allez, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots dans l'actu du jour, Félix. Gauche, rugbyman et homicide. La gauche débarque à l'Assemblée après sa première place surprise aux législatives. Qui pour devenir Premier ministre? Le socialiste Olivier Faure s'y verrait bien. Beaucoup d'insoumis plaident pour Clémence Guettet. 2 rugbymen du 15 de France arrêtés en Argentine pour agression sexuelle aggravée, voire pour viol. Si l'enquête établit les faits reprochés, il constitue une atrocité sans nom, écrit la ministre des Sports. Et puis il s'opposait à des jeunes sur un point de deal nouvellement installé en bas de chez lui à Cahors. Un père de famille de 36 ans passé à tabac est mort de ses blessures. Les vraies voix Sud Radio. Tout a changé, François est là, il ne pleut pas. Mais ça peut arriver. La photo de famille des socialistes avec François Hollande lors de l'arrivée groupée des nouveaux députés PS. Et quoi qu'en dise Jérôme Gage, ici au micro de TF1, les mauvaises langues ont constaté que la pluie était finalement tombée quelques minutes après sur le palais Bourbon. Coïncidence. En tout cas, les tractations vont bon train pour envisager un gouvernement issu du nouveau Front populaire. Le socialiste Olivier Faure se verrait bien Premier ministre, tandis que le nom de Florence Guettet monte chez les Insoumis. Quant à l'écologiste Sandrine Rousseau, sur Sud Radio, vous en parliez Philippe, eh bien, elle se verrait bien au perchoir. Est-ce que vous pourriez être présidente ou candidate à la présidence de l'Assemblée nationale? Oui, avec plaisir. Oui. Vous serez candidate? Mais non, j'en sais rien. En fait, ça fait partie de ces équilibres. Non, Sandrine Rousseau. Est-ce que vous avez pensé à poser votre candidature? Oui, j'aimerais bien. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sera... Vous aimeriez bien. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Une femme. Et franchement, je pense que... Sandrine Rousseau qui, chez Jean-Jacques Bourdin, se démarque d'Olivier Faure sur la méthode. Abroger la réforme des retraites, oui, mais pas par 49.3. Sur les retraites, on va présenter à l'Assemblée nationale l'abrogation. Mais ce que je vous dis, c'est que même si nous n'obtenons pas dans l'Assemblée nationale de quoi l'abroger, et j'ai vu qu'Olivier Faure proposait un 49.3. Alors moi, je suis très prudente là-dessus parce que je pense qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron ces 49.3 et qu'on ne peut pas gouverner de la même manière et qu'il faut respecter l'Assemblée. Donc pas de 49.3, on est d'accord. Moi, je pense que précisément, il nous faut aller vers une démocratie parlementaire, parlementariste. Il nous faut proposer une loi fixant l'âge de départ, évidemment. Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Deuxième mot, rugbymen, oui au pluriel. 2 joueurs du 15 de France viennent d'être arrêtés en Argentine, accusés d'agression sexuelle aggravée. Oui, l'incrimination de droit argentin pourrait même correspondre à la notion de viol aggravé. Une jeune femme est venue porter plainte contre Oscar Gégou et Hugo Oradou, 20 et 21 ans, après une nuit passée dans un hôtel de Mendoza. Elle indique avoir été abusée sexuellement. Un journal argentin parle même d'une victime étranglée et battue. Un médecin légiste a constaté des blessures, indique la procureure. L'un des 2 joueurs cités par ses proches conteste les faits. Si l'enquête établit les faits reprochés, il constitue une atrocité sans nom, réagit la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Réaction similaire à son atterrissage en urgence en Argentine du président de la Fédération française de rugby, Florian Grill. Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. La première des choses qu'il faut dire, c'est d'avoir une pensée pour la jeune femme, de dire aussi que c'est à l'inverse. Et encore une fois, si c'était avéré de tout ce que le rugby fait, construit et maintenant, je n'ai aucun détail, donc je peux pas dire ce qui s'est passé. Il y a une enquête en cours et je pense que l'important à ce stade, c'est de laisser l'enquête se dérouler. Dans ces affaires-là, le rugby est anecdotique. Et oui, c'est catastrophique pour le rugby et pour ce qu'il incarne, pour ce qu'il est censé incarner. Le président de la FFR, Florian Grill, ici au micro de Nicolas McAnally de l'agence France Presse. 3e mot, homicide. Un homme de 36 ans est mort de ses blessures après une rixe
Suisse, près d'un point de deal. Oui, près d'un point de deal à Cahors. La victime, un père de famille de nationalité russe, n'était pas connu des services de police. Il serait descendu au bas de son immeuble vers 21h30 vendredi sur ce point de deal nouvellement installé. S'en est suivi une altercation verbale avec les jeunes sur place, plusieurs jeunes. Ces derniers l'ont roué de coups avant de prendre la fuite. Le trentenaire a été transporté à l'hôpital dans un état critique avant finalement de succomber à ses blessures le lendemain. C'est ce que rapporte la dépêche du Midi. De sources policières, en tout cas, la victime avait déjà eu plusieurs altercations de ce type suite à l'arrivée de ce point de deal quelques jours plus tôt. Ces agresseurs sont toujours en fuite. Nous serons d'ailleurs avec des responsables départementaux d'Alliance dans le Grand Matin Sud Radio pour revenir sur ce drame. Merci Félix. Merci Félix. On dira aussi un quatrième mot au football ce soir. Allez les Bleus, c'est juste ce qu'on voulait dire. Voilà. C'est ce que vous vouliez dire. Allez, voilà, pour histoire de se remonter un peu le moral. La 5e République, vous le savez, a été fondée en 1958 par Charles de Gaulle. Elle est aujourd'hui très critiquée. D'aucuns plaident pour une 6e République, d'autres un retour aux fondamentaux de la 5e et un renforcement de ses institutions actuelles. Alors que faire ? Dans un instant, c'est le grand débat qui s'ouvre. La 5e République est-elle morte ? Nous essayerons de trouver des éléments de réponse, notamment avec Luc Rouban, le directeur de recherche CNRS au CEVIPOF. Déjà un premier élément rapide, bonsoir. Cher Luc Rouban, bonsoir. La 5e République est-elle mourante ? Non. Eh ben écoutez, on en parle dans un instant. C'est parfait. Allez, vous votez sur X, vous nous appelez au 0826 300 300 et sur X, vous dites oui, les auditeurs de Sud Radio à 81%. Allez, on reste avec vous et vous avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Qu'est-ce qui vous fait aimer les soldes ? C'est que vous allez enfin pouvoir vous... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de l'été sont dans la place avec vous, chères auditrices, chers auditeurs. On est avec mon partenaire, Frédéric Brindel. Oui. On est avec Philippe Bilger, Françoise Degois. Coucou. Voilà, et Jean-Michel Fauvergue. Ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Vous êtes mignons comme des cœurs. C'est gentil ça. C'est mignon comme des cœurs, je trouve. Tu trouves pas, ça sera le seul truc gentil de l'émission. Je prends. Alors, on vous prévient, on risque de vous interrompre à un moment donné parce qu'il y a le Tour de France. Il y a la 10e étape du Tour qui est en train d'arriver. Oui, mon amour de Pogacar, il en est où là ? Alors aujourd'hui c'est sprint, il n'y a que sprint et ils sont à 12 km de l'arrivée, donc on vous coupera peut-être tout à l'heure dans 12 km. Voilà. Il va le gagner le Tour, rassurez-moi. Il y a des chances, On va faire une petite prière. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Cette constitution qu'une énorme majorité de Français approuve est faite le soir du 28 septembre est la résultante d'une idée, de 26 crises ministérielles et d'un drame. L'idée est toute simple. Le pouvoir exécutif doit être fort et bien séparé du pouvoir législatif. Moi, je travaillais avec le Premier ministre, je devais rendre des comptes au président. Ça obligeait chacun d'entre nous à mettre l'intérêt général au-dessus et à se civiliser un petit peu. Moi, je me souviens de la cohabitation avec Jacques Chirac, par exemple, et Chirac était d'une courtoisie extraordinaire. Pour rappel, chers toutes et tous, la 5e République a été fondée en 1958 par Charles de Gaulle. Elle est aujourd'hui critiquée, notamment en raison de l'accentuation de son caractère présidentialiste, qui pour certains amène à une déconnexion des principes fondamentaux tels que la négligence du référendum, un instrument démocratique majeur. Alors d'aucuns plaident pour une 6e République, d'autres un retour aux fondamentaux de la 5e et puis un renforcement de ses institutions actuelles. Parlons vrai, ne sommes-nous pas revenus à une situation parlementaire comparable à celle de la 4e République ? La 5e montrant ses limites, la gauche mélanchoniste évoquant ponctuellement une 6e. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio et à l'antenne au 0826 300 300. Appelez la question, la 5e République est-elle morte ? Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, vous répondez oui, la 5e République est morte à 82%. Et puis pour répondre à cette question, pour nous aider à répondre, on reçoit notre invité Luc Rouban. Bonsoir Luc Rouban. Bienvenue, on vous entend pas mais on va vous entendre. Vous êtes directeur. Je l'ai vu, il nous a dit bonsoir. Bonsoir, puisqu'on l'a dans l'écran. Il est directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, c'est le centre de recherche de Sciences Po. Est-ce qu'on vous entend maintenant, Luc ? J'espère, oui, enfin, moi je vous entends très bien. Voilà. Parfaitement. Allez, on fait le tour de table, on vous dispatche dans ce tour de table, cher Luc, cher Philippe Bilger. Il y a une réponse à ça ?
J'espère. Je ne sais pas si cette demande de 6e République demandée par Jean-Luc Mélenchon est validée par l'ensemble du nouveau Front populaire, mais si ça n'est pas le cas, je crois qu'il faudrait conserver la 5e République parce que je crois qu'elle est parfaitement adaptable, pragmatique, empirique et qu'elle pourra finalement se soumettre à toutes les configurations, même les plus étranges. Je crois que ce qui a donné l'impression d'une dénaturation, c'est précisément la psychologie singulière de certains présidents qui n'ont pas respecté le partage du pouvoir. C'est d'autant plus navrant que, j'allais dire, le fondateur de la 5e, qui ne manquait pas d'autorité, a inscrit sa démarche dans un respect absolu du rôle du Premier ministre et le sien. Donc il est tout à fait possible demain de se servir de la 5e République d'une manière à la fois honorable et républicaine. Luc Rouban, est-ce que vous pensez que du coup il faut réformer cette 5e au lieu d'une nouvelle constituante ? Non, je ne pense pas. Vous savez, le problème, je suis d'accord avec M. Bilger, le problème, c'est qu'en fait, c'est une question de pratique de la Constitution. Parce que dans le fond, vous avez 3 lectures possibles de la Constitution. Vous avez une lecture qui peut être référendaire, dans le fond, qui a fait appel à la démocratie directe et au référendum. C'était le cas du général de Gaulle. Bon, c'est-à-dire que s'il était mis en cause, s'il était désavoué, il partait. Et il est parti. Bon. Donc c'est une question, vous savez, l'autorité peut être déclinée de différentes façons, et là c'était une autorité qui venait directement du peuple. Bon, c'est comme l'article 3 de la Constitution, faut pas l'oublier. Bien sûr. Bon, ensuite vous avez une lecture qui peut être, je dirais, présidentialiste, et ça a été la pratique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'en fait pour Emmanuel Macron, il n'y a qu'une seule élection qui compte, c'est l'élection présidentielle. Donc pour lui, tout le reste, c'est un petit peu accessoire, et donc on voit bien la situation qui se crée en ce moment. Donc dans le fond, voilà, on résume tout à l'Élysée et avec une verticalisation du pouvoir. Et puis vous avez une lecture qui est très parlementaire. Je vais faire un petit peu de droit constitutionnel comme voilà, ce sont mes petites, si vous voulez, mes racines de docteur en droit. Si vous voulez, c'est que vous avez l'article 20 et l'article 21 de la Constitution qui disposent l'article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et l'article 21, le gouvernement dirige l'action du gouvernement, il est responsable de la défense nationale, il a le pouvoir réglementaire et il nomme aux emplois civils et militaires. Donc avec ces 2 articles-là, vous pouvez très bien recentrer complètement l'action publique, enfin l'action de l'État, autour du Premier ministre. Bon, donc en fait, alors, Luc Rouban, très bien. Oui, justement, bon, c'est important d'avoir fait ce point, on revient vous voir, mais c'est là que Françoise de Gouin intervient. Oui, parce que d'abord, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui demande la 6e République. Ça fait des années qu'Arnaud Montebourg, par exemple, la demande. À gauche, il y a beaucoup de gens au PS qui demandent la 6e République. Moi, j'entends ce que dit Luc Rouban, c'est très intéressant. Je suis d'accord, on peut éplucher tous les articles. La réalité, c'est que il y a la Constitution et l'esprit de la Constitution. Et la réalité, c'est qu'il n'est pas le seul, Emmanuel Macron, à pousser la présidentialisation à l'extrême. Le premier qui a commencé, c'est François Mitterrand. Il écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le coup d'État permanent, à cause de la 5e. Et c'est le premier à s'asseoir, dit bon, on va attendre la réforme des institutions. La présidentialisation n'est plus possible. Emmanuel Macron la pousse au paroxysme, mais il n'est pas le seul. Elle n'est tout simplement plus possible. Donc oui, bien sûr, pour moi, il faut changer de constitution. Je suis très frappé par le modèle italien que je connais bien. Vous serez d'accord avec moi pour dire que les juristes italiens sont considérés comme faisant partie des meilleurs juristes d'Europe, voire du monde. Ils ont écrit une constitution en 48 qui permet justement à ce que plus jamais un homme comme Mussolini ou une femme d'ailleurs, ne puisse prendre véritablement le pouvoir. C'est le principe de la proportionnelle chez eux, non ? D'abord, c'est pas une proportionnelle intégrale, c'est une proportionnelle partielle. Vous avez des députés et des sénateurs qui sont élus à la proportionnelle et d'autres qui sont élus au scrutin majoritaire. C'est un mélange qui fait qu'on ricane tout le temps, mais en réalité, on arrive toujours à préserver une forme d'équilibre et ça pousse bien sûr au compromis. Donc je pense qu'il faut en terminer avec la monarchie républicaine. Vraiment, c'est ce qui nous fait mourir profondément. En réalité, ça étouffe la démocratie. Il y a toujours ce moment où c'est le chef de l'État. Vous dites Emmanuel Macron, pour lui, il n'y a que la présidentielle qui compte, mais il n'est pas le seul. Nicolas Sarkozy, il n'y a eu que la présidentielle qui comptait. François Hollande, pourtant que j'adore, c'est pareil. Donc, c'est vrai, et encore plus pervers parce que nous sommes en mode quinquennal. Donc, voilà, je pense qu'il faut en terminer. Je veux bien qu'on fasse abnine à la Constitution. La Constitution, elle a été tordue jusqu'au bout. Elle pouvait être tordue. L'esprit est tordu. Il faut en finir
finir. On termine avec la monarchie républicaine, mais on peut quand même se poser la question, Jean-Michel Fauvergue, est-ce que finalement les partisans de la 6e, ils cachent pas un peu aussi des ambitions personnelles? On peut se poser la question. Oh ben, derrière toute réforme, il y a toujours des ambitions personnelles, ça c'est clair. Maintenant, cette monarchie républicaine, chacun la date de là où il veut, mais moi, il me semble qu'elle date de 62, quand le président de la République, De Gaulle à l'époque, a fait un référendum pour être élu au suffrage universel. Et à partir de ce moment-là, il a déséquilibré un peu ce qui avait été conçu par les constitutionnalistes qui étaient autour de Michel Debré et de 58. Mais ce que je peux vous dire, moi, ayant été député, le seul député autour de la table, ça me donne pas une gloriole particulière, mais en tout cas une expérience, je peux vous dire que quand vous êtes parlementaire en France, et vous l'avez été, rappelons-le. Oui, quand vous étiez parlementaire dans une majorité, dans une grosse majorité, eh bien vous emmerdez. Vous emmerdez parce que vous levez la main quand on vous demande de lever la main. Enfin moi j'ai travaillé sur la sécurité, etc. Donc j'avais des pis-aller qui me faisaient vibrer. Mais sinon vous levez la main quand on vous demande de lever la main. Et les oppositions lèvent la main contre vous quand elles demandent de lever la main. C'est ça le principe aujourd'hui de la Constitution. Et ça commence à changer parce que vous avez eu 2022, vous avez eu le peuple français qui en a jugé autrement, et vous avez maintenant une chambre qui est découpée en 3 blocs, et ça, c'est le peuple français qui a jugé ça. Voilà, c'est la volonté il est mature, du le peuple français pour juger ça. Et donc il va falloir faire des coalitions si on veut gouverner. Réagissez, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Vous intervenez, on ira dans un instant au standard. Luc Roubaud, la situation actuelle de l'Assemblée s'est éclatée, il y a plein de petits groupes. Je faisais un clin d'œil tout à l'heure avec la 4e République, on s'en rapproche ou pas? La quatrième, non, parce que justement, dans la 4e République, on n'a pas un chef de l'État aussi puissant. Donc, en fait, on a des pratiques parlementaires qui peuvent revenir dans le cadre de la 5e. Mais là où je voulais intervenir, parce que il faut faire attention, le débat est plus complexe, il n'est pas seulement juridique, je suis bien d'accord. C'est bien tout le problème. C'est le problème du contexte politique dans lequel se situe cette pratique constitutionnelle. Or, jusqu'à présent, on a vu plus ou moins fausser, je suis bien d'accord avec vous, la présidentialisation date pas d'Emmanuel Macron. C'est vrai que François Mitterrand a accepté le principe de la cohabitation. Après l'avoir tué, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah ouais, qui était complètement étranger à l'esprit du général de Gaulle. Bon, ça c'est clair. Mais si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que vous avez eu 3 cohabitations, mais avec à chaque fois une majorité absolue. C'est ça. Bon, donc ça simplifiait quand même les choses. Bon, là, c'est plus du tout la même chose. Là, c'est vraiment inédit parce qu'on se retrouve effectivement avec une pulvérisation. Parce que même le nouveau Front Populaire, il y a plusieurs groupes. Ils sont pas tout à fait d'accord vraiment sur les différents sujets. Donc on a quand même une vraie complexité. Et en fait, il y a aucune ligne de conduite. On est dans le vide. C'est-à-dire que tout dépend de ce que va faire Emmanuel Macron, parce que alors je suis désolé, mais c'est quand même toujours la Constitution qui est en vigueur, donc c'est l'article 8, c'est lui qui nomme le Premier ministre, donc après il fait ce qu'il veut, il peut prendre tout son temps, il peut prendre 3 jours, il peut prendre 3 mois, il n'y a pas de délai dans la Constitution, le vrai problème c'est plutôt la structuration des partis, l'unité par exemple du nouveau Front Populaire, ça c'est un vrai problème, parce que s'ils sont unis, ça posera peut-être pas trop de problèmes, mais s'ils commencent à se désunir, alors là, on va commencer à parler de coalition avec les macronistes, etc., etc. Donc le problème, c'est aussi le contexte politique. Et là, il faut reconnaître qu'on est quand même devant quelque chose qu'on n'avait jamais vu. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, vous parlez vrai avec nous sur Sud Radio. On est toujours avec notre auditeur fil rouge, Xavier, vous êtes toujours avec nous, Xavier de Bordeaux? Xavier, êtes-vous là? Oui. Il est là. Je suis là. Alors, on va vous faire réagir un peu à tout ce qu'on entend là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Est-ce qu'il faut changer de République? Oui, écoutez, en fait, moi, la première remarque qui me vient à l'esprit, c'est de dire que finalement, la tripartition de la scène politique n'est pas adéquate, n'est pas adaptée en fait à la 5e République. La 5e République, elle a été pensée et construite pour le bipartisme. Et donc, à partir du moment où on sort du bipartisme, oui. Allez-y, oui, à partir du moment où on sort du bipartisme. On vous entend plus.
Alors, Philippe Bilger, le bipartisme, est-ce que c'est la définition qu'on peut donner à la Ve République ? Sûrement, ça facilitait les choses, en tout cas. Mais moi, je crois peut-être, encore une fois, par une sorte d'instinct qui me fait privilégier les comportements présidentiels aux structures constitutionnelles, qu'on pourra demain, de la même manière que François Mitterrand avait dit « la Constitution est mauvaise, mais quand je l'applique, elle devient bonne », eh bien, on aura peut-être demain un président qui reviendra aux sources et aux origines de la Ve République. On va continuer cet excellent débat dans un instant, mais le Tour de France est en train d'arriver. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France. Et on accueille Vincent Barthaud. C'est la 10e étape du Tour de France, Orléans-Saint-Amand-Montrond, 187 km 500. Une arrivée au sprint, Vincent Barthaud, vous nous la commentez. On est dans le dernier kilomètre. Exactement, on vient de passer la flamme rouge du dernier kilomètre, une étape Orléans-Saint-Amand-de-Montrond qui on a musardé un petit peu en route, hein. Ça a été interminable avec des lignes droites, un profil monotone, mais le peloton, il a fallu qu'il reste toujours attentif, ça a été quand même très très nerveux, le sprint est toujours emmené là maintenant par les coéquipiers de Jasper Philipsen, hein, et puis Mathieu Van Der Poel, ouais. Ce sprint avec Jasper Pedersen qui est sur le côté, qui a l'air simplement en train de gagner cette étape. Il a été très bien lancé par Van Der Poel et c'est lui qui remporte cette étape. Aujourd'hui, Jasper Philipsen, l'ancien maillot vert de ce dernier Tour de France qui, finalement, après avoir fini 2 fois deuxième, réussit à l'emporter aujourd'hui à Saint-Amand-de-Montrond. Voilà. Et il s'impose devant le maillot vert, Bignan Girmay, Ackermann est 4e. Voilà, belle arrivée au sprint, cher Vincent Barthaud. Pas de changement au classement. Il doit faire 3e, Girmay. Pas de changement au classement général, hein, on est d'accord. Aucun changement. L'étape de demain sera un petit peu plus vallonnée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a senti un peu de fatigue dans le peloton, mais c'est resté très stressant. Et enfin, cette victoire de Pedersen qui effectivement, depuis le temps qu'il avait envie de la gagner. Jasper Philipsen. Philipsen, pardon. Maillot vert du Tour de France l'année dernière. Exactement, et la joie de son équipier Mathieu Van Der Poel. Voilà. Merci Vincent. À demain, merci. Sud Radio fait son Tour de France. Allez, avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. On continue cet échange sur cette question qu'on vous pose sur X. Vous nous appelez aussi au 0826 300 300. On vous le demande, la Ve République est-elle morte ? Alors Françoise Degois, justement, on a notre auditeur qui disait que le bipartisme c'est inhérent à la 5e. Il a vraiment raison et c'est une difficulté quand on est en 3 blocs. C'est une difficulté. De toute façon, je pense qu'il faut tout revoir. Également le scrutin. Je pense que il faut revoir tout le package. Vous savez, moi, un de mes plus grands regrets par rapport à François Hollande, c'est que il s'était vraiment engagé à la grande réforme constitutionnelle, la grande réforme des institutions. Et je pense que c'est le seul moyen pour faire respirer et changer et recoller, faire recoller les citoyens, même s'ils ont montré quand il y a un enjeu, ils votent massivement. C'est les institutions. Je pense qu'il faut vraiment tout changer. La Constitution, le mode de scrutin aussi. Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami auditeur et ce qu'en pense notre ami professeur et expert. Je crois que vraiment, c'est un package en réalité. Il faut changer aussi le mode de scrutin, introduire une petite dose de proportionnel, peut-être revenir au septennat, mais un septennat unique, plutôt que d'avoir 2 septennats ou 2 quinquennats. Luc Rouban, je trouve qu'il faut réfléchir à ça. Réponse. Oui, on peut. Effectivement, ce sont des débats importants. Alors, cela étant, la proportionnelle, c'est vrai que ça serait peut-être plus simple, mais dans le fond, ça donnerait à peu près les mêmes résultats. Une dose, Luc, pas une proportionnelle intégrale. Parce que, mais le problème, en fait, aussi, c'est la culture politique française, parce qu'on est quand même dans une situation très particulière, parce que comme on compare souvent avec les autres pays européens, effectivement, il y a des coalitions, etc. Mais ce sont des coalitions de partis, de mouvements qui sont, disons, relativement modérés. Là, on voit bien la situation. Personne ne veut se coaliser avec le Rassemblement national. Parce que quand on dit qu'il y a 3 blocs, en fait, mathématiquement, il n'y a pas énormément de possibilités de coalition, en réalité. Parce que comme personne ne veut se coaliser avec le Rassemblement national, on n'est plus vraiment dans le 3, c'est vrai. Dans un tableau à trois entrées, si vous voulez. Donc, c'est plus la même chose. Bon. Premier point.
Deuxième point, alors s'il vous plaît. effectivement, il y a toutes sortes de débats très complexes sur les modes de scrutin. Bon, c'est bon. On n'a pas le temps là. En fait, moi, il y a aussi un autre point, moi, qui me paraît central et qui n'a pas été envisagé. Et vous terminerez là-dessus. Fondamental, c'est la question de la décentralisation. Merci Parce que je pense que là, il y a une attente des Français pour une Luc action. Rouban, je suis désolée, je vais être obligée de donner le mot de la fin à Jean-Michel Fauvergue, justement sur ce débat, puisqu'on va être obligé de passer au sujet qui suit. Ouais, moi je pense que la Ve République est en train de se réformer d'elle-même et que de toute façon, vous aurez beau faire des changements, par exemple, on parlait de la proportionnelle, Françoise, la proportionnelle. Eh bien, les Français se l'ont prise la proportionnelle. On n'a pas voté à la proportionnelle, mais on a le résultat d'une proportionnelle. Donc, on aura beau changer les institutions, je pense que au final du final, c'est les Français aujourd'hui qui votent différemment dans leur manière de penser que auparavant, qui feront la différence. Allez, merci beaucoup. Et bravo merci, à vous, le Luc Tour de Rouban. France qui arrive en plein milieu, Bravo, c'est pas le Tour facile, de France. mais ils étaient en retard, voilà. Merci Luc Rouban, je rappelle Merci. que vous êtes directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. Merci beaucoup. Chères auditrices et auditeurs, vous restez avec nous parce qu'après on va jouer et vous pouvez évidemment nous appeler au 0826 300 300 et voter sur notre compte X. À tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix de l'été sont avec vous. Nous sommes là autour de la table avec Frédéric Brindel, avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300. Vous réagissez, vous nous dites ce que vous voulez. D'ailleurs, parlons vrai sur Sud Radio. Et puis là, on va jouer. Ah oui, le quiz. Voilà, le quiz de C'est plus du l'été. qui l'a dit alors. Non, c'est l'été. C'est l'été. Le quiz de l'actu. Et on est avec notre auditeur Xavier. Et ça a coupé tout à l'heure, Xavier. Pas de chance. Le Tour de France est arrivé et bing, on va se rattraper. Vous allez gagner, Xavier, là. Ouais, Mais moi, je laisse gagner la gauche en plus. Parce qu'on est quand même un peu. On est majoritaire. Justement, Je suis avec Sophie alors. Hein. Ah non, avec Françoise. Avec Françoise. Avec Françoise. Et moi, pardon. on est majoritaire, vous n'oubliez pas, parce que je sais que tout le jeu, c'est de faire comme si on n'avait pas gagné, mais vous n'oubliez pas qu'on a Voilà, gagné quand même. on dimanche est soir. majoritaire, ouais. Bon, Ouais, Xavier, on est vous majoritaire. choisissez votre partenaire. Ça peut être Françoise, mais ça peut être A aussi priori, il a Jean-Michel déjà choisi déjà, ou enfin. Philippe. Ça y Avez-vous est. choisi Oui, il a choisi. Ah non, on veut Françoise. Et il veut Françoise Françoise. est Super. ravissante, agréable. Super, Une allez, voix on y va, charmante et Françoise. dépensée aussi agréable. Ouh là La là, c'est tolérance une de déclaration la d'amour. gauche. Non, mais c'est pas ça le problème, Là. c'est on joue à quoi? C'est-à-dire que moi, Oui. je vous dis tout de Alors, suite, on va Xavier, vous je sais expliquer pas. tout de suite. Mais je vous expliquais avant, elle est de mauvaise foi, ma Françoise. Alors bon, donc on vous donne un extrait et vous nous donnez l'interprète. C'est évidemment lié à On l'actualité. est Tiens, ensemble. un petit clin d'œil au démarrage d'Ariane 6 aujourd'hui. Ouais, alors, donc les chansons, ça va tourner autour un peu des étoiles et tout ça. Elle n'est jamais contente. On vous mettra Souchon, Non, mais carrément méchant. Mais Non, jamais si, non, content. mais pas fait du des tout. compliments J'ai fait tout à l'heure, mais vous êtes mais méchant, vraiment, Frédéric. c'est débile de m'enfermer dans cette caricature. De toute façon, c'est de vous Débile. dont vous parlez en fait, en vérité. C'est Allez, oui. c'est parti pour le quiz. On écoute. Premier extrait. Qui chante Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Je vais pas répondre. Ah non, mais moi je l'aime Faut se dépêcher de répondre. Et en plus, vous avez vu comment allait Xavier, votre coéquipière Françoise. Mais C'est-à-dire qu'elle- Françoise Ouais. parlait pendant qu'on passait l'extrait. C'est bien qu'on l'aurait eu. Oh non, mais moi je Mon chanteur. Non, mais franchement, il n'y a que des racailles. ça Quand fait- je pense que Fauvergue était patron du RAID, qu'il est capable de se comporter comme une racaille de la pire Ça fait espèce, 1-0. Et encore, qu'il gère procureur, avocat général. 1-0, le T'imagines premier duo arrivé à 4 points a gagné. Allez, extrait numéro 2. Sur la culture jette Françoise Degois. Xavier, vous avez bien choisi. Sheila hein. et les Bill Devotion. Françoise, je vous hais tellement que je vous adore. Parce que ce soir, vous savez qu'on se retrouve Oui, pour faire un en karaoké. Vous êtes au courant C'est trop vieux pour nous, ça, c'est pas de Vous notre êtes au courant génération. qu'après, il y a karaoké gérant chez un Oui. certain Michael S. Alors Xavier, vous êtes Et à 2 points de la attention, victoire avec Françoise. Extrait 3, ça c'est une de mes chansons préférées, je le dis. hein. Sting. Non, non. Police. Ah, Police, oui, oui. Il l'a dit en C'est premier. Bilger. Philippe Bilger. Jean-Michel. Ah, bravo. Je suis désolé parce que oui, le chanteur est Sting, mais c'est Ouais, vraiment mais bien sous sûr, c'est police, l'appellation il a police. raison, il a raison. Et puis vous et la police, non, si, Ah, mais oui. moi, j'adore la police. Bien sûr, bien sûr. ce truc. Ça m'étonne. ça. C'est la phrase du jour. J'aurais dû la. J'aurais dû l'avoir. Ah là là, il est excellent, ce Jean-Michel. Allez, j'adore. extrait numéro 4. Si vous voulez connaître un fixe, ça va, On mais- écoute. Ouais. Tourne, autour du monde, tourne encore. Louane. Oui, Xavier.
J'ai envie de dire, vous êtes battu à plat de couture. Il est vraiment 3-1. C'est la balle de match. Allez, c'est la balle de match. Le numéro 5. C'est Chic Planète et c'est Surprise Party. Non, il s'appelle Louis Trio. Oui, Philippe Bichard, mais quel match! Jamais nous avons eu un match comme ça, mais 3-2, nouvelle balle de match. Allez, numéro 6. Vous avez des rendez-vous avec la lune? C'est Françoise. C'est vrai. Bravo, Françoise de Gouin, Xavier qui nous appelle de Bordeaux. Bravo. 4-2, victoire de Françoise de Gouin et de Xavier. Alors, Françoise. nous partons place de la République, Xavier, comme dimanche, puisque pour bien rappeler à tout le monde que la gauche a gagné. On a gagné. Du moment que vous y allez avec des drapeaux français, tout va bien. Il suffit d'une fois, François. Allez, Philippe Bigère, vous allez nous parler d'un truc dans pas longtemps. Je vais allez nous vous dire parler de la des deux rugbyman qui ont un comportement inadmissible en Argentine. On en reparle dans un instant. C'était vraiment nul ce quiz de l'été. Hein. Nul. Et bon, on le reprend demain. J'adore ce truc. Allez, à tout de suite. Et restez avec nous surtout. Nord-Auto. Ouvrir les fenêtres sur l'autoroute, c'est pas la meilleure technique pour éviter le coup de chaud en voiture. Alors, pour rester au frais, j'ai le réflexe Nord-Auto. Et pour la fraîcheur au meilleur prix, j'ai aussi... Alors Félix, consternation à Rocamadour, commune sans nouvelles de son épée légendaire. J'aime beaucoup cette histoire. On se croirait comme dans la chanson, hein, Mon amour est parti, oui, avec l'eau dans les grottes de Rocamadour. Bah oui, bah là c'est Doc Blanchard. Vous m'avez cassé le rêve là. Bah allez, oui, Félix. Sauf que là, c'est l'épée qui est partie du Randal. C'est le nom de cette épée plantée dans la roche à une dizaine de mètres du sol, attachée à une chaîne. L'épée du chevalier Roland était là, selon la légende, depuis l'an 778. Tous les guides touristiques, évidemment, de la cité médiévale avaient l'habitude de faire le détour quand ils faisaient visiter. Sauf que, effectivement, il y a environ 2 semaines, l'épée du Randal a disparu. Et nous sommes en ligne avec Madame la maire de Rocamadour, dans le Lot, pour en parler. Bonsoir, Dominique L'Enfant. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est vous, je crois, qui êtes allé signaler la disparition aux gendarmes. C'est un vrai préjudice, évidemment, pour la commune. Cette disparition du Randal appartenait officiellement à l'État, d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. L'épée du Randal, qui a donc son prénom qui est Durandal ou son nom comme on veut, appartenait à l'État. Et c'est vrai que elle était là, sur la commune de Rocamadour, depuis la nuit des temps, fichée dans son rocher. Le démarrage de cette légende, c'est surtout la chanson de Roland, qui était une chanson de geste, qui était le moyen de communiquer quand on était à l'époque médiévale. Cette épée n'est pas est tout à fait particulière parce qu'elle est matérialisée. Il y a 3 épées à ma connaissance qui ont un nom, Durandal, Joyeuse, l'épée de Charlemagne et Excalibur. C'est la seule épée qui a été matérialisée, c'est-à-dire qu'on pouvait la voir. Et ça, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Par contre, la commune de Rocamadour a toujours eu son destin lié à cette Durandal. Et c'est vrai qu'elle nous manque beaucoup parce que tout le monde la cherche et tout le monde se demande où elle a pu passer. Il faut demander à Jean-Michel Fauvergue, là, parce qu'il faut envoyer le raid sur ce coup-là. Dominique L'Enfant, moi j'ai une question, c'est qu'elle était quand même bien incrustée dans son rocher, cette épée, on imagine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont pu l'enlever comme ça aussi Il y a facilement? il y a différents moyens de l'atteindre, c'est sûr et certain. Aussi, il y a peut-être, on va dire, quelques chemins qui sont un peu détournés, pas trop connus, mais que quelques personnes ont dû découvrir pour arriver à l'atteindre. Parce qu'il est sûr et certain que c'était compliqué de l'atteindre. Elle était fichée dans le rocher et reliée au niveau du pommeau par une chaîne au rocher. Ah oui, donc c'est quelqu'un qui... Elle avait même été mise en hauteur, 10 mètres de haut, c'était justement pour éviter un vol. Oui, c'était surtout ça, et c'était pour pas qu'elle soit manipulée ni touchée toute la journée. Je reviens à Jean-Michel Fauvergue, ça se retrouve facilement. Justement, ça se retrouve facilement. Il faut une enquête. Vous avez déposé plainte et je suppose qu'il y a une enquête en cours. De gendarmerie, après, avec des auditions. Ouais. Alors je pense que sur une
sur une affaire comme ça, avec un objet de ce type-là, je pense que les gros moyens vont être pris, y compris des moyens techniques et des moyens d'ADN, si on arrive à trouver des traces d'ADN maintenant. Des moyens de police scientifique, en fait. Non, mais on se rend pas compte, mais du Randall, moi je sais, j'ai passé une partie de mon enfance à Villefranche de Rouergue et Rocamadour, je connais. Oui, ça me brise le cœur, hein. C'est inimaginable que cette épée ait disparu. C'est vraiment, comment dirais-je, c'est au-delà de la chevalerie, au-delà de la chanson de geste. C'est un symbole très puissant de... Tout le monde connaît ce nom. Tout le monde connaît ce nom. C'est un symbole très puissant c'est l'exaltation des plus grandes qualités humaines, en fait, du Randall. C'est comme Excalibur, en fait. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus beau dans les êtres humains qui est exalté. Donc vraiment, j'espère que vous allez la retrouver vraiment. On se dit que ça peut pas se revendre un tel objet unique sur le marché de l'occasion, en plus. Non, mais sauf s'il y a un collectionneur. Si, un collectionneur peut l'acheter des millions, bien sûr. A priori, on peut imaginer qu'effectivement, pour qu'un vol pareil soit fait, c'est que c'est un vol commandité. Ça peut être une commande, oui, tout à fait. Ça peut être aussi ça, mais ce qu'il y a de très compliqué pour le voleur comme pour moi, c'est que pour savoir si c'est la vraie ou si c'est une copie, il faut que les deux épées soient mises l'une contre l'autre, qu'on puisse les comparer. Et ça, pour le moment, on l'a jamais fait. On a une copie on pense que c'est une copie qui est à l'intérieur de la mairie, qu'on avait fait faire au moment de l'exposition sur les épées qui s'était passée au musée de Cluny en 2011. Mais il est sûr qu'il faut les deux épées pour pouvoir comparer, comme personne ne le sait, sauf moi maintenant. Quand on fait une copie d'épée, par humilité, on la fait plus courte que l'original. Ah ouais. Alors faut peut-être pas donner trop toutes les astuces parce que là beaucoup. Elle pèse combien? Parce qu'il faut rappeler combien elle pèse du Randall. Je veux dire, il faut se rendre compte de. 1,3 kg. Voilà, ce qui manipulait à l'époque les chevaliers, c'était quand même. Et Joyeuse, c'est pareil, je pense à peu près, non? Celle de Charlemagne. Je sais pas, j'ai aucune idée, mais celle-là, c'est une épée pour assommer et les hommes et les chevaux. Ah oui. Et Madame le maire, est-ce que il fallait connaître certaines spécificités pour s'emparer de l'épée ou non? Finalement, c'est comme si ça aurait pu arriver déjà depuis des années, ou alors ça nécessitait un subterfuge, une organisation. Ça, je suis vraiment... Je peux pas vous répondre là-dessus parce que j'ai déjà une imagination débordante. Donc, si vous m'écoutez, vous commencez à enquêter, Jean-Michel va se moquer de moi, Fauvergue, mais j'ai une intuition qui me fait dire que c'est peut-être un pari entre des jeunes, en fait, ou des jeunes passionnés d'heroic fantasy. Je me dis que c'est peut-être pas quelque chose. J'ai l'idée que c'est peut-être un défi que des jeunes se sont lancés, passionnés par cet univers. Si vous nous écoutez, rendez l'épée. Vous pensez pas que c'est débile? Oui, vous pensez que c'est débile, vous êtes bien élevé. Non, mais c'est une bonne idée, mais il n'y a pas que les jeunes. Non. Ah ouais. Bon, écoutez, en tout cas, on vous souhaite vraiment de la retrouver, cette épée, Madame de Miquelefranche. Appelez-nous dès que vous l'avez. C'est promis, parce qu'on est là tout l'été. Je vous donne des nouvelles de sa santé. On fait ça, on reste ouvert tout cet été et vous nous tiendrez au courant de l'épée. Ah ouais, vraiment, pour vous, je vous la Merci Félix. Sans problème. Et puis, vous restez avec nous, vous pouvez réagir, et vous le savez, au 0826 300 300. On va revenir dans un instant. Alors avec quoi? Avec les vraies voix, toujours, de l'été pour le tour de l'actu. À tout de suite. Tour de table. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et vous êtes bien sur Sud Radio et nous on est bien avec vous. C'est enlevé, c'est enlevé. Voilà, c'est une bonne émission, bien comme on les aime. Philippe Bilger est là, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue. Et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et on revient sur cette actualité du jour avec vous, Philippe Bilger, et la dégradation de l'image du rugby français à l'étranger. Donc, oui, cette tournée en Argentine, malgré une première victoire tout à fait remarquable, tourne mal. Il y a eu, Jean-Michel l'évoquait tout à l'heure, les propos racistes de Jaminet, qui avait beaucoup bu et qui s'est excusé après. Et il y a les deux rugbyman
de 20 à 21 ans qui ont, si on peut se fier à la relation qui a été donnée, qui ont commis des actes graves sur une jeune Argentine dans des conditions qui ont appelé le président de la fédération d'avoir des propos tout à fait dignes et justifiés en l'occurrence. Alors qu'est-ce qui se passe? Je me demande si, évidemment, il y a l'influence de l'alcool, une forme de jeunesse qui fait que ces personnalités se laissent aller, le sentiment qu'ils ne sont pas en France et qu'ils peuvent agir de manière scandaleuse comme en pays conquis. Il y a un ensemble de choses qui malheureusement dégradent l'image d'un sport qui jusqu'à aujourd'hui, était très remarquablement perçu par les Français. Et cette image de l'équipe de France en Argentine est lamentable. Alors, petite précision, donc Oscar Jégou et Hugo Oradou sont donc mis en cause. Ils ont 20 et 21 ans. Et il y en a un qui discute, qui conteste, si j'ai bien compris. Moi, c'est vrai ce que vous dites, et je me demande si on n'est pas tout simplement aux prémices de ce qu'est le rugby, de ce qui est en train de devenir, avec une starification finalement du rugby, quelque chose. On pouvait entendre ce genre de faits divers de la part de footballeurs, on l'a entendu maintes fois, les débordements, le comportement inapproprié, voire carrément violent avec les femmes, ou le recours à des prostituées avec des choses qui tournent assez mal. Tout ça, c'était plutôt le monde du football en réalité. Et là, je me rends compte que ça gagne le rugby. Alors la question, c'est pourquoi ça gagne le rugby? Peut-être parce que le rugby est en train de prendre une dimension de starification, peut-être, et avec de l'argent aussi qui arrive, avec des joueurs qui gagnent de plus en plus d'argent, et ce sentiment désinhibé finalement que de plus en plus on est au-dessus des lois et du reste. Voilà. De l'impunité, c'est ça dont on parle? D'impunité, merci, je cherchais. Non, de l'impunité certainement pas, puisque il y a une réaction d'abord de la part des équipes, il y a une réaction de la part de l'équipe de France, il y a une réaction de la part du stade, et puis non, mais d'impunité personnelle, pardon. Oui, et puis ils sont au trou, hein, les deux la ils sont en garde à vue, effectivement. Oui, et en Argentine. Donc non, oui. Alors moi, ça se pourrit un peu. Moi, non. Alors honnêtement, je veux pas y croire, et je pense pas, parce que on a déjà eu au rugby comme ailleurs des antécédents. On a eu Mohamed Aouas, on a eu Marc Cessillon qui avait il y a des antécédents comme ça. Le rugby, ce sont des hommes et des femmes. Là, il s'agit d'un présumé viol. On va rester prudent. Mais t'as Jaminet avant, si tu veux. Et Jaminet qui fait du grand n'importe quoi. Moi, ça me saigne le cœur, parce que Jaminet, c'est le joueur qui a fait remonter l'USAP en top 14 avant de partir. Moi, je suis supporter de l'USAP. Donc ça nous saigne le cœur, mais je pense pas qu'il faille mettre en cause tout le rugby. D'abord, ils sont loin des salaires des footballeurs, très loin. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de starification, mais c'est pas parce qu'on est une star qu'on doit devenir complètement barjot, quoi. Je veux dire, à un certain moment, il va falloir se calmer. Alors, il y a l'alcool, vous l'avez dit, Philippe, il y a l'alcool, c'est clair. Mais j'espère que ça va s'arrêter. En tout cas, l'équipe de France a bien réagi, le staff a bien réagi. Le président de la fédération a bien réagi. Et donc Jaminet, alors il y a ces deux, mais vraiment Jaminet, c'était en pleine soirée électorale dimanche. On était, c'est la sidération. Comment ce joueur exceptionnel, qui tu lui donnes le bon Dieu sans confession, très gentil, etc. Alors il faut peut-être juste un mot repréciser, parce que là on s'en prend à Melvin Jaminet. En fait, on s'en prend. On a raison. Oui, non. Il faut juste repréciser. En fait, il s'est fait voler son téléphone portable, et sur ce téléphone portable, il y avait une vidéo où il était filmé, où il avait des propos racistes. Voilà. Donc ça peut très bien être le gars qui est un peu bourré, qui sort un propos raciste, mais jamais il le dit aussi. Donc ses avocats ont demandé justement d'ailleurs de raison garder, même si effectivement c'est déplorable. Juste rapidement rajouter un truc sur Jaminet. Il y a un joueur, un ancien de Toulon, qui a pris la parole, qui est Mohamed Ridri, d'origine maghrébine, qui est français, mais qui a joué pour Toulon, et il dit à Jaminet, en toute franchise, sache qu'il y a plein de petits arabes, il emploie les termes de Jaminet, au club de Toulon, qui viennent des quartiers alentours et qui rêvaient de te ressembler.
Quelle déception. Oui, bien sûr. Et il y en a un autre, Cédric Doumbé, qui a eu aussi... C'est dur, hein, c'est dur. Et Melvin Jaminet s'est excusé. Allez. Voilà, Non, mais Françoise bon, il sait Degois. très bien que sa vie est finie. Enfin, je veux dire, sa Votre tour carrière de est table à terminée. vous, c'est les appels à supprimer les chaînes de Bolloré, en fait. Hein, Oui, c'est ça oui, dont vous avez envie de je parler. peux y aller. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a eu passage difficile devant l'Arcom. Je pense un passage très difficile pour C8. Bon, moi, je pose le cadre. Je ne suis évidemment pas d'accord avec la ligne éditoriale de CNews que je déteste de A jusqu'à Z. La ligne éditoriale, pas les gens qui la font, parce qu'il y en a beaucoup qui débattent ici. Je n'aime pas cette capacité à organiser le débat, en fait, avec des faux masques c'est le débat entre toutes les nuances de droite et d'extrême droite, tant et si bien qu'il y a certains plateaux où c'est Philippe Bigère qui est le seul représentant de la gauche. Vous voyez à peu près le niveau. Bon, il y a aussi Olivier d'Artigol. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est de l'humour, parce que Philippe Bigère, bien sûr, n'est pas de gauche. Donc, non. Mais je veux dire par là que je déteste la ligne éditoriale de CNews, c'est un secret pour personne. Je déteste. Je n'aime pas les émissions de Cyril Hanouna, mais je n'accepterai pas qu'on les censure en réalité. Mais donc ça, c'est le cadre est posé. Ensuite, j'ai regardé vraiment l'audition de Maxime Saada et de Franck Apieto. Donc Maxime Saada, le président du groupe Canal+, et Apieto, donc le patron de C8. Et également Gérald Brice-Viré, je crois. Gérald Brice-Viré, qui est le directeur des programmes ils ont été des pathétiques. C'est-à-dire que vous avez l'Arcom qui pose des questions fondées, qui dit en réalité, on va vous redonner une fréquence pour 20 ans. Quelle garantie vous nous donnez, puisque chaque année, vous nous dites, ça se reproduira pas, ça recommencera pas, etc. La façon dont ils répondent, allez voir sur Internet, une espèce d'agressivité de Maxime Saada, d'Apieto, c'est tout à fait maladroit. Ils sont pas dans une situation où ils peuvent se permettre d'eux. Bien sûr que l'émission d'Hanouna, ils plaident le fait que c'est direct, et quand il y a des directs, on prend des risques. Mais le problème, c'est que c'est un risque permanent, en fait, avec Cyril Hanouna. Et donc, j'ai trouvé, sur le principe, enlever il est hors de question. Pour moi, je l'accepterai pas qu'on enlève la fréquence de CNews. Vraiment, je trouverais ça incroyable dans notre pays, le pays de Voltaire. En revanche, je vois ce qui se passe sur C8. Honnêtement, quand vous avez des patrons, je serais salarié de C8, je vois mes patrons défendre ma chaîne comme ça. Je fais la manif contre les patrons. Regardez, ils sont idiots dans leur défense, ils sont bêtement agressifs, et c'est la dernière chose qu'il fallait faire. Bon, il y avait aussi une audition face à l'Assemblée nationale où ils avaient été attaqués. Peut-être qu'ils ont déjà été échaudés. Oui, Philippe Bigère. Est-ce que c'est une histoire de forme, ça n'a rien à faire. Ce que j'aime beaucoup chez Françoise, et je le dis sans ironie, c'est que je peux ne pas être d'accord avec elle, mais j'aime beaucoup la manière dont elle exprime ses critiques. Moi, je suis partisan, évidemment, que CNews et C8 demeurent validés par l'Arcom, mais j'ai lu, par exemple, un article dans Mediapart où, d'une manière totalement injuste, éradicatrice, on voulait la suppression de l'autorisation pour CNews et C8. Non, ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour moi. Je peux comprendre votre point de vue, Françoise, qui d'ailleurs est partagé, je le pense, par certaines personnes. Moi, j'aimerais tellement pouvoir dialoguer à CNews avec des personnalités de gauche, mais il faut qu'elles viennent. Non, mais oui, il faut qu'elles soient invitées, surtout des vraies personnalités. Un petit mot pour Jean-Michel Fauvergue, justement, et ça sera encore le mot de la fin pour vous. À chaque fois. Oui, non. Ce qu'il y a d'important, c'est effectivement quand on remet en cause un certain nombre de choses, et en particulier le droit de diffuser, c'est ce qui va être le cas. C'est bien d'avoir quelque chose de contradictoire, et c'est une bonne chose qu'il y ait quelque chose de contradictoire. Et le contradictoire, c'est bien, c'est organisé par l'Arcom. Pour le coup, c'est bien. Moi, j'aurais aimé qu'il soit organisé tout le temps par l'Arcom, en particulier pour les gens qui sont catégorisés d'un bord politique et qui n'ont pas eu ce contradictoire-là, si vous savez de qui je parle. Vous pouvez le dire, vous pouvez parler vrai. Ouais, je parle de moi, tout simplement. Voilà. On m'a jamais posé de questions et on m'a catégorisé politiquement. Allez, la suite du tour de l'actu des vraies voix, c'est dans un instant. D'ailleurs, ça sera avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Vous allez la suite
minutes du tour de table avec Jean-Michel Fauvert. Vous avez réussi à répéter ce que je viens de dire. Vous avez réussi à répéter ce que je viens de dire. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bienvenue sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, on vous entend, Philippe Bilger. C'est fini le continue. C'est fini. On fait de la critique de cinéma. Vous nous appelez les auditeurs, 0826 300 300. Si comme nos vraies voix, vous voulez intervenir sur les débats. Est-ce que vous avez vu le Comte de Monte Cristo, par exemple? C'est la grande discussion entre Jean-Michel Fauvert et Ils sont dissipés. Vous voulez que je règle ça, je dis. Est-ce que moi je peux mettre un peu de hola à tout ça? La suite du tour de l'actu des vraies voix, c'est avec vous, Jean-Michel Fauvert. Alors, Jean-Michel Fauvert. Alors, vous revenez sur des amendes pour les parents récupérant en retard leurs enfants à la garderie. Oui, sérieux. Ça se passe à Toulouse. Soyez à l'heure. Non, ça se passe à Toulouse, donc ville de Rugby. Et Toulouse a décrété que les parents qui arriveraient en retard auraient une amende de 30 €. Alors, on pourrait penser que c'est la première fois que ça arrive, mais non, ça s'est déjà passé dans d'autres villes, à Morlas, dans les Pyrénées-Atlantiques. 5 € pour les 15 minutes de retard, etc. Alors, évidemment, la Fédération française des parents d'élèves se dresse contre ça, mais leurs raisons et leurs arguments sont un peu légers, moi je trouve. Ils disent que c'est injuste, que c'est vexatoire, que c'est ridicule, que c'est inefficace. Alors, injuste, ils le disent, cette fédération, ils le disent parce que on jongle avec la vie professionnelle des compliquée des uns et des autres. Mais la vie professionnelle, elle est compliquée aussi pour ceux qui travaillent dans les garderies, voyez-vous, et à qui on fait faire des heures supplémentaires et qui n'ont pas mérité ça. Et puis la fédération, toujours cette fédération, dit que les familles, ça retombe sur les familles de plus en plus précaires et monoparentales. Pas du tout vrai. C'est pas ces familles-là. En fonction de ce que disent les maires et en particulier le maire de Morlas, c'est pas ces familles-là qui sont les plus en retard. C'est pas toujours les plus pauvres et les plus désespérés qui font qui n'appliquent pas les règlements. C'est ceux qui travaillent loin déjà, peut-être. C'est ceux qui travaillent peut-être loin, mais non. Pour ceux qui mettent leurs enfants à la garderie ou qui vont chercher les enfants à la garderie, moi je vais chercher de temps en temps mon petit fils. Il y a des habitués de ça et c'est pas en général ce que. Donc t'es d'accord ou pas avec ça? Alors, oui, on sait pas. C'est vrai. Et ils disent. Alors c'est un macroniste. C'est bien en même temps. Ils disent. C'est bien, c'est pas bien. Ils disent que c'est inefficace. Et pour le coup, vous allez avoir votre réponse parce que ça a été mis en place dans une ville qui s'appelle Moreuil dans la Somme et c'est 50 € de l'heure s'ils sont en retard. Et ouais, enfin c'est 5 € le premier quart d'heure, 15 € comme le ensuite, parc-mètre, et 50 € de l'heure. Et il n'y a plus de parents qui viennent chercher leur enfant en retard. Donc c'est une bonne chose que de taper au portefeuille. Tape au portefeuille, en fait, c'est très intéressant. C'est le monde d'aujourd'hui multiplie les indélicatesses, les grossièretés, les transgressions du savoir-vivre. Les restaurants, les gens ne viennent pas, ils ne préviennent pas. Là, c'est pareil. Et c'est dramatique de devoir pallier ces défauts de savoir-vivre par des amendes. Parce que c'était proposé sur le site Doctolib, effectivement, les amendes. Mais si ça marche, après tout. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Françoise? Vous n'êtes pas pour les amendes, Françoise? Non, je suis pas. Oui, la règle et la souplesse de la règle, parce que vous pouvez tomber sur des gens qui sont chroniquement fatigués ou qui sont chroniquement déboussolés dans leur vie, qui n'arrivent pas à être à l'heure. Les gens qui sont pas à l'heure, c'est aussi ça dit aussi beaucoup de choses de quelqu'un qui est systématiquement en retard. Je pense que moi, je suis pas favorable à ça, parce qu'au bout d'un moment, 5 €, 10 €, c'est beaucoup pour des gens qui. On peut peut-être, parce que pour les Parisiens et les Franciliens qui connaissent vous êtes à l'heure quand vous allez chercher votre fille. Elle s'en fiche. Oui, c'est vrai. Mais je voulais juste dire, pour les Franciliens, il y a le problème des embouteillages et c'est une galère. C'est une galère. Ça va rendre les gens encore plus fous. Frédéric. Il y a le métro quand vous êtes en banlieue. Bravo, Judith. Vous
êtes vraiment parisienne, vous n'êtes pas banlieusarde. Le métro, non. On peut trouver tous les prétextes. Regardez, Judith, elle nous dit, je suis toujours à l'heure. Oui, Il y a des gens qui sont toujours à l'heure. Et il y a des gens qui sont toujours Nous, on fait de la radio depuis qu'on est né, genre. Donc, bien sûr, on a enlevé une horloge parce qu'on fait de la radio, c'est normal, mais parce qu'on a des conditions de vie. Oui, mais peut-être qu'on était à l'heure avant. Dans une autre vie, c'est sûr. On est horloger, même, peut-être. Non, mais je veux dire par là que. Non, mais. Vous serez à l'heure à votre dernier rendez-vous. Oui, on sera toujours à l'heure on sera ponctuel avec notre mort. Non, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui n'ont pas ces conditions, ces facilités-là de vie, quand même. Allez. Et puis vous prenez un accident devant vous, vous êtes bloqué dans un embouteillage. Que faites-vous? Allez, on donne le projecteur. À qui on donne la thune, alors, d'ailleurs, en fait? À qui on la donne? Le coup de projecteur des vraies voix, il va arriver dans un instant. Et puis, on vous rappelle, le PS, on se le demande, est-ce qu'il a le potentiel de redevenir une force majeure de la politique française, de ressusciter, comme le souhaitait Pierre Moscovici en 2017? On se pose la question, n'est-ce pas? Le Parti Socialiste est-il ressuscité? Vous nous donnez votre avis. Nous recevons dans un instant Céline Hervieux, porte-parole du PS, nouvellement élue députée de la 11e circonscription. Juste un mot, Céline Hervieux, ça y est, le PS est redevenu une place forte du paysage politique français. En un mot. Oui, absolument. Écoutez, on se réjouit d'être quasiment le groupe majoritaire et d'avoir fait une performance avec plus du doublement du nombre de députés élus socialistes. Donc on est très fiers de cette dynamique qu'on compte bien poursuivre. Bon, on en parle dans un instant. Vous réagissez sur X. Et d'ailleurs, pour vous, le Parti Socialiste, vous, les auditeurs de Sud Radio, n'est pas ressuscité à 91%. Allez, on continue. Juste après ça, tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de l'été. On est là, on est avec vous, n'est-ce pas Frédéric? On va les rappeler d'ailleurs, nos vraies voix. Alors nous avons Philippe Bilger, le brillant président de l'Institut de la Parole. Ça brille, ça scintille. Nous avons Françoise Degois. Ce qu'on a entendu avant, c'est peu. Nous avons Françoise Degois, éditorialiste. Notre étoile. C'est Alain Soleil, s'il vous plaît. Et spécialiste de chansons italiennes. Oui, bien sûr, de chansons tout court. Et Jean-Michel Fauvergue. Allez-y, terminez. Jean-Michel Fauvergue, exceptionnel ancien député et non moins génial patron du RAID. On vient d'apprendre que Philippe Bilger était de gauche, c'est Françoise qui l'a dit. Attention, allez, le coup de projecteur des vraies voix, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les congressistes ont adopté le principe de la création officielle du nouveau parti socialiste. 4 mai 19... Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Le Parti Socialiste, autrefois hégémonique à gauche, a connu, on le sait, bien des débâcles suite à sa défaite au présidentiel de 2017. Mais depuis la victoire de Raphaël Glucksmann aux européennes et le score du nouveau Front populaire aux législatives, le vent a tourné. Alors qui et comment? Olivier Faure qui vient d'annoncer qu'il est prêt au poste. Pour quel Premier ministre? Le PS a-t-il le potentiel de redevenir une force majeure de la politique française et de ressusciter, comme le souhaitait en son temps le commissaire européen Pierre Moscovici? Parlons vrai. On le croyait définitivement éteint depuis François Hollande, étouffé par LFI, et pourtant il redevient ambitieux. Nous vous posons la question, le Parti Socialiste est-il ressuscité? Eh bien, vous dites non à 91%. Ça m'aurait étonné. Bonjour, je suis les 9%. Et pour en parler, on reçoit Céline Hervieux. Céline Hervieux, vous êtes porte-parole du PS, vous êtes nouvellement élue députée de la 11e circonscription de Paris. Mais avant, chère Céline Hervieux, et avant vous, les vraies voix, écoutons le député PS réélu des Landes, Boris Vallaud, potentiel futur Premier ministre, qui valorise la position de son parti sur l'échiquier politique. C'était ce matin chez nos confrères de BFM. Non, rien pour l'instant n'est définitivement établi puisque les groupes parlementaires ne sont pas encore constitués, que par ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu'il y a des sénateurs socialistes et que d'ores et déjà, nous avons plus de 120 parlementaires dans les deux chambres réunies, que la dynamique du groupe socialiste est extrêmement forte puisque nous augmentons considérablement nos effectifs à l'Assemblée nationale. Donc non, rien n'est réglé. Eh oui, là, il dit clairement LFI, c'est nous. Eh ben voilà.
Alors, on va vous poser tout de suite la question à vous, Céline Hervieux. Qui sera Est-ce que je n'arrive même plus à parler tellement ça me perturbe? Est-ce que ça sera Boris Vallaud? Est-ce que ça sera Olivier Faure? Est-ce que ça sera Raphaël Glucksmann? Qui allez-vous proposer? Alors écoutez, pour l'instant, la discussion est encore en cours. Évidemment, moi, je soutiens mon premier secrétaire puisque je pense que c'est quelqu'un qui a exercé des fonctions importantes, déjà qui a prouvé sa capacité justement à rassembler. Et ce serait une candidature, je pense, de consensus à gauche. Vous savez, Olivier Faure, quand il est arrivé au Parti Socialiste, quand il est devenu le premier secrétaire, le Parti Socialiste allait très mal, ça vous a pas échappé. Depuis 2017, on a vécu une crise, ça a été très difficile à vivre pour les élus comme pour les militants, pour tous les citoyens qui soutenaient le PS à l'époque. Et Olivier, il a su tenir la maison, si j'ose dire. Et ça, c'est pas rien. Et je pense que c'est pour ça qu'il en récolte les fruits aujourd'hui, dans un esprit de responsabilité et dans un moment où, oui, le Parti Socialiste, alors ressuscité, je ne sais pas, parce que n'oublions pas quand même que le Parti Socialiste... Vous n'étiez pas mort, c'est ça, pardon? Et absolument pas, parce que souvenez-vous quand même qu'il y a un tissu local, il y a un tissu d'élus locaux qui font le travail tous les jours, hein, il ne faut pas l'oublier, dans les régions, dans les communes. On a quand même toutes les grandes communes, une grande partie des plus grandes communes de France. Donc ça, c'est un travail qui est réalisé au quotidien. Et ce sont des socialistes, souvent à la tête de ces coalitions de gauche. Et il faut reconnaître ce travail-là. C'est très important. Bon, donc non, le Parti Socialiste n'est jamais mort, donc il n'est pas ressuscité, simplement il reprend de sa splendeur et dans un esprit de responsabilité prêt à gouverner. Céline Hervieux, les vraies voix vous défient. La première d'entre elles, Philippe Bilger. Ce qu'il y a bien en démocratie, c'est que quelqu'un qui n'est pas naturellement de gauche a le droit de donner son avis sur le sort du Parti Socialiste. Mais là où je rejoins Madame la députée, c'est tout de même que je n'ai jamais perçu en tant que citoyen la mort du Parti Socialiste. Par conséquent, il n'a pas besoin de ressusciter, il reprend de la vigueur. Et le paradoxe, c'est que il reprend de la vigueur grâce à l'élection législative, grâce certainement à Olivier Faure, qu'on a beaucoup moqué, mais mon Dieu, qui tient la route, et à d'autres aussi. Mais ce qui me paraît le signe le plus éclatant de l'inscription du nouveau Parti Socialiste dans l'espace français, c'est le fait que beaucoup de citoyens, évidemment non de gauche, pourtant portait l'espérance d'un parti socialiste structuré, cohérent, fort, pour battre en brèche objectivement l'extrémisme de LFI. Et donc, ça n'était pas un signe dérisoire. Françoise de Gaulle a gardé sa vigueur avec Olivier Faure, Premier ministre. Est-ce que vous y croyez pour le PS? Bien sûr, plus que jamais. Moi, je pense qu'il faut toujours il faut être logique. Alors, Céline Hervieux, d'abord, félicitations pour votre élection. C'était pas gagné, bravo. Et moi, j'assume d'être de gauche et d'être 100%. Il n'y a plus beaucoup d'éditorialistes de gauche, on peut s'amuser. À Paris, ils ont tous gagné. Hein, ils ont tous gagné, mais ça n'était pas si simple. Elle l'a quand même arraché. Vous savez, Mitterrand disait, on a mis un siècle à imposer la marque. C'est pas comme ça qu'elle va disparaître. Donc en fait, la marque socialiste, elle a jamais disparu. Pourquoi Olivier Faure? Moi, je pense véritablement que il est vraiment au barycentre. Alors maintenant, au lieu de dire le centre gravité, maintenant c'est très chic, on dit le barycentre. La réalité, c'est qu'Olivier Faure, il est exactement comme François Hollande. C'est-à-dire que tout le monde sous-estime Olivier Faure. Moi, je connais bien sûr, j'ai travaillé avec François Hollande, donc je connais François Hollande. À l'époque, tout le monde se moquait de lui en tant que premier secrétaire, sauf que le seul qui a passé la dernière marche pour aller à l'Élysée, c'est François Hollande. Olivier Faure, c'est un survivant. Il passe les haies après les haies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel état il a pris ce parti. Tout le monde dit Glucksmann, mais Glucksmann, c'est Olivier Faure. Le choix de Glucksmann 2019 et de Glucksmann 2024, c'est Olivier Faure. Donc, il y a quelque chose chez ce personnage que je connais assez peu parce que c'est pas trop, c'est ma génération, mais ce n'est pas trop mon clan. Moi, mon clan, c'est pas celui-là, mais la réalité, c'est qu'il y a chez ce premier secrétaire deux qualités. La période appelle des tempéraments forts, en fait, et les tempéraments forts sont pas ceux qui hurlent le plus. Il y a deux qualités. D'abord, c'est quelqu'un même si on s'appelle Olivier Faure. Il y a une capacité à se maîtriser qui est juste extraordinaire dans le moment, et c'est quelqu'un qui n'a jamais insulté qui que ce soit. Et ça, c'est très important. On a des désaccords profonds avec LFI, notamment
notamment depuis 7 octobre, on s'est tous laissé aller, moi la première, à des horreurs avec Jean-Luc Mélenchon. Olivier Faure, dans le champ médiatico-politique, est toujours resté critique. Donc je pense véritablement qu'il est la bonne personne pour Matignon. Je vois pas comment Boris Vallaud, qui n'a jamais pris un seul risque, pourrait lui disputer ce poste. Alors Boris Vallaud, il est proche déjà d'Emmanuel Macron. C'est non, la il même le déteste. promotion. Il se déteste. Non, mais il se déteste cordialement. Vous savez, pardon, Cécile, il faut lui demander. Alors, justement, Céline Hervieux, est-ce que Olivier Faure va faire au PS la même chose que François Hollande lui a fait, c'est-à-dire lui faire couler à plat ventre? Oh, l'avocat du diable, allez-y. N'importe quoi. Non, pas du tout. Non, je pense pas. Vous évoquez Boris Vallaud, il a énormément de qualités. Il a été secrétaire général de l'Élysée. C'est quelqu'un qui fait aussi consensus parmi les socialistes. Il se trouve que j'apprécie tout particulièrement ce que vient de dire Madame, c'est-à-dire que c'est cette personnalité qui est capable de maîtriser, de garder son calme, y compris dans un moment où les socialistes étaient absolument divisés. Et c'est pour ça que je pense qu'il est capable de rassembler autour de sa candidature, de sa nomination potentielle, parce que de toute façon, il faut que ce soit un socialiste. C'est une évidence. Moi, c'est la première évidence qui apparaît suite à ces élections. Il y a une aspiration quand même de gauche dans ce pays. Alors, c'est vrai que c'était en barrage au Rassemblement national. Il va falloir entendre aussi les électeurs du Rassemblement national. Mais là, il y a une dynamique autour du nouveau Front populaire. Et Olivier, il a une autre qualité, c'est qu'il a été quand même le prescripteur de l'union de la gauche depuis le début. Et on l'a fustigé, et il a tenu bon. Et aujourd'hui, le nouveau Front populaire réalise des scores qui étaient inattendus. Il faut le reconnaître. Cette victoire-là, elle lui est due aussi. En grande partie. Jean-Michel Fauvergue, est-ce que pour vous aussi, Olivier Faure, c'est l'homme providentiel du PS ? Je sais pas du tout. Je le connais relativement bien puisque moi j'ai été élu sur le même département en Seine-et-Marne. Il a été élu au premier tour là maintenant et c'est un bel exploit. Je sais pas si c'est l'homme providentiel pour être Premier ministre. Je sais même pas d'ailleurs si on choisira un Premier ministre parmi les socialistes. Et les socialistes pour l'instant sont pas le groupe le plus important de ce. Mais le plus compatible avec une ouverture réelle. Bien évidemment le plus compatible. Non mais je voudrais terminer. Et effectivement, moi en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je suis assez content je suis pas socialiste, pas du tout, mais je suis assez content de les voir se refaire une santé parce que ils étaient importants pour notre démocratie, ils sont importants. Et Céline Hervieux l'a dit, ils n'avaient pas disparu de la vie locale, ils étaient bien implantés au niveau local, comme sont bien implantés les LR au niveau local. Ce que nous n'avons pas su faire quand je dis nous, c'est quand j'étais à En Marche, on n'a pas su faire ça. Et donc ils étaient présents au Sénat, et maintenant ils reviennent à l'Assemblée nationale. C'est une force qui, à mon avis, a manqué à l'Assemblée nationale, parce que c'est une force, et je parle des socialistes, dans l'ensemble les plus républicains. J'aimerais qu'ils se descotchent assez rapidement de LFI, mais c'est des gens qui nous ont manqué. Moi j'ai connu, voyez-vous, quand j'étais chef du RAID, j'ai connu deux hommes forts qui était d'abord Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui est passé ensuite Premier ministre, et surtout pendant les événements, mon chef c'était Bernard Cazeneuve. Et là j'ai apprécié un ministre de l'Intérieur, un homme d'État, Bernard Cazeneuve qui pourrait être un Premier ministre, Premier ministre aussi, bien évidemment, et qu'il a été. Philippe Bilger, vous aviez envie de réagir rapidement. Oui, j'aurais voulu vous demander, Madame la députée, moi j'ai beaucoup apprécié un passage du discours d'Olivier Faure le 7 juillet, lorsqu'il a pris la peine, c'était le seul, de penser aux 11 millions d'électeurs du Rassemblement national en disant qu'il fallait d'une certaine manière prendre en charge leurs problèmes. Comment voyez-vous cela alors qu'apparemment au moins les préoccupations du Rassemblement national sont aux antipodes du programme du Parti socialiste ? Alors vous avez parfaitement raison. En fait, elles ne sont pas complètement aux antipodes. Il faut, je pense, parce qu'on parlait aussi du PS ressuscité, c'est aussi un PS qui a appris de ses erreurs et qui a reconnu qu'il y avait une rupture avec une partie ce qu'on appelle les classes populaires. Et donc ça, il faut faire un examen de conscience pour comprendre à quel moment s'est fait la rupture et comment on peut retisser ce lien de confiance. L'union de la gauche est une première étape dans ce sens. Ensuite, évidemment, il faut que la gauche socialiste, parle des sujets qui préoccupent les Français, évidemment la question du pouvoir d'achat, mais les enjeux autour de la sécurité, par exemple. C'est très important aussi, parce qu'en fait, ça rejoint notre lutte pour la défense des plus fragiles dans ce pays. Parce que qui subit l'insécurité aujourd'hui ? C'est certainement
évidemment pas moi dans mon 14e et 6e arrondissement de ma circonscription. Ceux qui le subissent, ce sont justement les gens qui sont dans des quartiers qui sont plus précarisés et donc avec des sujets évidemment autour de l'immigration, mais qui sont associés à la politique du logement, aux politiques sociales, aux politiques d'éducation, aux politiques culturelles. Bref, c'est une question qui a toute sa place au sein d'un programme socialiste. Et il faut absolument qu'on soit beaucoup plus lisible et clair sur cette question. Et après, sur les questions autour de l'immigration, on a porté un projet, notamment au niveau européen. Il se trouve que c'est toujours plus facile d'être dans la logique du bouc émissaire, dans un discours racoleur, agressif. En l'occurrence, nous, ce n'est pas ce que nous défendons. Nous avons des positions très claires sur l'immigration. Malheureusement, ce ne sont pas celles qui émergent le plus du débat public. Mais bon, alors Françoise de Gois va prendre la parole, mais juste Céline Hervieux, il y avait un silence autour du plateau. C'était la première fois que vous parliez de ce thème, les gens du nouveau Front Populaire. Et franchement, votre discours, a priori, est très audible. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il ne faut pas faire de la caricature. La sécurité, la gauche a fait son aggiornamento il y a bien longtemps sur la sécurité. D'abord avec Ségolène en 2007 avec l'ordre juste. Ensuite, tu en as parlé, Fauvergue, avec Manuel Valls. Donc il faut vraiment cesser de caricaturer ce qu'est la gauche. Il n'y a pas d'angle mort dans ce domaine. Il y a le débat public qui fait que la gauche est en permanence. Dès que vous êtes de gauche, de toute façon, vous êtes islamo-gauchiste ou forcément laxiste. C'est ça la caricature et la polarisation. Pas quand on entend parler Céline Hervieux, justement. Sauf le respect que je dois à notre nouvelle députée, il n'y a pas qu'elle. Je veux dire, c'est un discours qui est tenu, qui est prégnant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'entendais Jean-Michel nous parler du PS. C'est pas le premier groupe, c'est la plus forte progression, c'est 109%. C'est-à-dire, vous passez de 31 à 67%, à 67 députés. Ça veut dire qu'avec d'autres gens, vous allez dépasser LFI. De toute façon, je pense, en plus, que il y a tout LFI n'est pas à jeter. Ok, il y a le comportement inacceptable, intolérable le 7 octobre d'une partie des députés, et il y a aussi LFI. Ça n'est pas que David Guiraud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi Clémentine Autain. Donc, vous voyez, il y a dernier point, mais je voudrais voir avec Céline Hervieux. Moi, ce qui m'a intéressé dans le discours de Olivier Faure tout à l'heure, c'est que j'ai senti que c'est la fin aussi de l'hégémonie socialiste. C'est-à-dire que on va pas recommencer et mettre 2 balles dans la machine du PS hégémonique, ce qui nous a tués d'ailleurs, et qui maltraite véritablement ses partenaires. Vous êtes d'accord avec ça, Madame la députée ? Absolument, puisque j'ai été élue justement représentant du nouveau Front Populaire, et avec l'ensemble des partenaires, on a travaillé main dans la main et ça s'est très très bien passé, beaucoup mieux d'ailleurs que ça ne s'était passé dans le cadre de la FENUPES, et parce que là on avait un positionnement qui était beaucoup plus clair, si vous voulez. Chaque groupe est distinct, il n'y aura pas d'intergroupe, donc maintenant effectivement on a toujours cette coalition qui va nous porter, mais après, chaque groupe politique a son identité, a son indépendance, a ses positionnements, et il va falloir, dans cette recomposition politique totale très incertaine, que les socialistes aient une voix forte, parce que un de vos personnalités là le disait, on a besoin d'un socialisme fort, conséquent dans ce pays. Vraiment, on ne peut pas laisser la gauche divaguer, et les socialistes répondront présents pour les responsabilités qui vont être les leurs. Jean-Michel Fauvergue, le mot de la fin vous revient à nouveau. Ça sera l'habitude de la journée. J'ai bien aimé votre discours sur la sécurité, et j'espère que... C'est le RAID, c'est l'ancien patron du RAID qui le dit. J'espère que pour le coup, on appliquera les choses, parce qu'en fait, tout le monde a été défaillant sur la sécurité, sur l'immigration et sur la justice qui ne rend pas justice dans ce pays. Tout le monde a été défaillant, la droite, la gauche et ensuite le centre. Nous avons été défaillants aussi. Tout le monde a été défaillant. Et si on a eu 34 ou 35% des voix au Rassemblement national, c'est sur ces thèmes-là. Et donc il faut trouver des solutions qui sont des solutions républicaines. Merci Jean-Michel Fauvergue. Merci Céline Hervieux. Vous avez vu, ça s'est bien passé, Madame la députée. Vous avez été bien reçue. Je rappelle que vous êtes porte-parole du PS et que vous êtes nouvellement élu député de la 11e circonscription de Paris. Eh bien, les vraies voix de l'été pour aujourd'hui, c'est terminé. Ça va vite. C'était très sympa. Je suis ravi d'avoir gagné en plus de ça. Excusez-moi de rappeler que la gauche gagne encore. Françoise de Gois. Merci Jean-Michel Fauvergue. Merci Judith. Et puis merci Frédéric Brindel. Merci ma chère Judith Belair. Oui, on se retrouve demain. Direction Avignon dans un instant. Christophe Meilland nous attend. Mais avant, il y aura les infos. Allez, c'est parti.